Retrouver pour ce troisième live de cardio. Donc Thomas et moi, que vous connaissez déjà, on vous a concocté un petit cas clinique petit transversal qui va un petit peu changer des deux lives que vous avez vus précédemment et on va tous ensemble le résoudre. On va aborder un certain nombre d'items en cardio, on va vous faire des rappels de cours au fur et à mesure. C'est pas des rappels de cours qui sont exhaustifs des items concernés, mais ça va aborder un peu les choses qu'on va ensuite approfondir dans les conférences. Donc dans un premier temps, moi je vais faire quelques questions. Thomas va regarder vos commentaires, vos questions, et on va un peu interagir ensemble sur les éventuelles interrogations que vous avez. Et inversement, lorsque Thomas reprendra la suite pour la deuxième partie du gars clinique. Et alors, on vous conseille juste pour ce dossier qui va être Ouais, beaucoup plus interactif que les deux autres cas. On avait fait surtout des cours assez magistraux. Pour ce topo-là, il va y avoir beaucoup de questions, d'informations cliniques et biologiques qu'on va vous faire. Donc, ouais, on vous conseille vraiment de suivre cette fois-ci, alors qu'on vous avait dit l'inverse la dernière fois, de suivre avec un petit calepin, un stylo, noter les informations qui vous semblent importantes pour c'est le, ça. le- le suivi du cas, parce que sinon vous allez avoir du mal à suivre un peu la progression de notre cas. Même si on vous fera pas mal de rappels en temps réel, on vous conseille quand même de noter les informations Ouais. importantes. Comme si vous étiez aux ECN en fait et que vous avez votre brouillon. Vous allez voir qu'il y a une masse d'informations qu'il va falloir trier et bon, on va travailler ensemble. De toute façon. Voilà. Donc moi je On y m'écarte pour va? le début, je suis juste à côté pour les questions. Et il va surgir dans le champ dès que vous aurez des questions importantes. Exactement. Alors, donc ça, vous avez l'habitude maintenant. Vous pouvez télécharger le document du cours en cliquant sur le lien en description du live. On vous conseille pour l'instant d'en rester à la prise de notes parce que ce sera un peu plus bénéfique pédagogiquement. Donc on va partir de cette situation clinique de Monsieur B qui a 61 ans, qui consulte pour une douleur du membre inférieur gauche qui est apparue brutalement à 15h30. Il a une cardiopathie ischémique révélée en 2008 par un infarctus inférieur sur une occlusion aiguë de la droite. C'était une lésion monotronculaire qui a été traitée par deux stents actifs avec une FEVG donc à 60%. Il est diabétique, il est hypertendu, il est tabagique et il est allergique à la pénicilline. Il a fait un œdème de Coinck. Alors, il prend de l'aspirine, du Tahor, de la metformine, du ramipril, de l'aténolol. Et les paramètres vitaux à l'accueil vous sont donnés ici. Je vous laisse les regarder 30 secondes pour les trier, pour les noter. Et on va s'en servir dans quelques instants. Il a mal, hein. Vous voyez, le VS est chiffré à 8 sur 10. On va commencer avec l'examen physique. On a un membre inférieur un membre inférieur gauche, pardon, qui est pâle, qui est froid, qui est marbré en dessous du genou. On n'a pas le pouls pédieux ni tibial antérieur gauche. On a les pouls fémoraux des deux côtés. Les pouls en fait sont tous perçus à droite. Et le patient ne peut pas bouger son pied gauche. Donc maintenant vous avez toutes ces données cliniques. La question est la suivante. Je vais vous poser deux questions d'affilée. Donc vous allez répondre à la première et ensuite à la deuxième. Et ensuite on répondra ensemble aux questions. Quel diagnostic suspectez-vous? À vous de répondre. Je vous laisse une minute pour répondre à cette question. Alors est-ce que c'est une AOMI au stade d'ischémie permanente? Est-ce que c'est une AOMI au stade d'ischémie de repos? Est-ce que c'est une ischémie aiguë sensitive-motrice du membre inférieur gauche? Est-ce que c'est une neuropathie sensitive-motrice asymétrique aiguë? Ou une dermo-hypodermite du membre inférieur gauche? Voilà. Je vous laisse regarder. Je vous remets, si vous voulez, l'examen physique qui était juste là. Je vais me remettre ma tête en haut. Voilà. Ah non, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Voilà, juste l'examen physique qui est probablement l'élément le plus important pour de répondre à cette question. Alors, il y a un petit décalage, mais je vois que vous commencez à répondre. Je vous remets les propositions. Ok. Alors, donc vous avez l'air jusqu'ici assez unanime. Deuxième question. Comment confirmez-vous votre diagnostic en urgence? Est-ce que vous faites un écho-doppler artériel des membres inférieurs, veineux, un angioscan, un électroneuromyogramme ou aucune des propositions précédentes? Ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre à la question précédente, vous pouvez mettre les deux réponses. Donc là, on en est passé. Oui, alors, il y a un petit décalage, du coup, je vois que vous êtes en train de répondre encore à la question précédente. Euh, donc ça commence à arriver.
reprenons un petit peu la situation clinique. Vous avez un malade qui a un membre inférieur gauche pâle, froid, marbré en dessous du genou, il n'a pas l'époux. Ce sont les deux critères qui vous permettent de diagnostiquer une ischémie aiguë sensitivo-motrice du membre inférieur gauche. Ischémie aiguë parce que c'est brutal, sensitivo-motrice parce que vous avez à la fois des signes sensitifs, des signes moteurs. Le malade ne peut pas bouger le pied et c'est le membre inférieur gauche. Attention au piège dans les questions avec latéralisation, c'est rare en cardio mais ça peut arriver. Ne pas vous laisser piéger par la latéralisation qui vous est proposée. Comment est-ce qu'on confirme en urgence? Eh bien, évidemment, aucun des examens complémentaires que je vous ai proposés n'est indiqué. Ça, c'est des choses qui sont dans le collège de chirurgie vasculaire. Le diagnostic de l'ischémie artérielle aiguë est un diagnostic qui est clinique. Et en fait, c'était pour vous faire un peu l'analogie avec le syndrome coronaire aigu ST+. C'est un diagnostic qui est électroclinique. Le diagnostic d'ischémie aiguë du membre inférieur est un diagnostic qui est clinique et il n'y a aucun examen complémentaire qui va vous apporter un élément supplémentaire pour la prise en charge du malade. Donc, à partir du moment où vous avez posé votre diagnostic, le malade doit recevoir le traitement approprié. D'accord? Pourquoi est-ce que on vous a posé cette question de chirurgie vasculaire? Parce que, bon, c'est pas une conférence de chirurgie vasculaire, mais parce que probablement que l'ischémie aiguë de membre, l'ischémie aiguë artérielle, c'est l'urgence vasculaire que vous êtes le plus susceptible de rencontrer en cardio et que je pense que c'est important d'avoir une idée précise sur son traitement. Alors, quel traitement instaurez-vous maintenant? Je vous laisse répondre également. Donc, on est face à une situation d'ischémie aiguë du membre inférieur gauche. Le malade a mal, il ne peut plus bouger. Qu'est-ce qu'on lui met comme traitement? Des antalgiques, oxygène, un traitement anticoagulant, des corticoïdes ou une bithérapie antiagrégante. Après dose de charge, je vous laisse sélectionner là où les réponses qui vous paraissent les plus exactes. Alors, toujours le petit décalage. Ouais, mais ça va arriver. Alors, ça commence à arriver. Effectivement, des antalgiques, la réponse est oui. C'est une bonne idée. Le malade a mal. De toute façon, ce ne sera jamais faux. Ensuite, la question qui a l'air de vous préoccuper, c'est est-ce qu'on met des antiagrégants ou est-ce qu'on met des anticoagulants? Alors, c'est un petit peu différent de l'infarctus du myocarde. La bonne réponse est anticoagulant. Là, oxygène, ça n'a aucun intérêt. Le malade, vous souvenez, hein, je vous avais dit de prendre des notes. Il a une saturation qui est strictement normale en air ambiant. Il n'y a aucune indication à lui mettre un traitement de l'oxygène. Les corticoïdes n'apportent rien. Et la bithérapie, ce n'est pas le traitement de l'ischémie aiguë de membre. C'est le traitement anticoagulant, de préférence l'héparine non fractionnée. Donc c'est plus simple que le syndrome coronarien aigu. Des antalgiques parce que le malade a mal et qu'il faut le traiter. Et alors le nursing immédiat prolongé jusqu'à la revascularisation, généralement la revascularisation étant tellement rapide, on a rarement le temps de faire des soins de nursing, mais en tout cas ça fait partie des éléments à prendre en compte. Alors, il faut lever l'obstacle artériel, pour le coup ça rejoint un peu le syndrome coronarien aigu, c'est une urgence chirurgicale et le pronostic est relativement sombre, donc il faut en urgence adresser le malade à un chirurgien vasculaire une fois que vous avez mis en route le traitement médical pour éviter que le thrombus ne s'étende. Alors, l'angiographie péropératoire va montrer une occlusion aiguë de l'artère poplitée gauche. Le reste du réseau artériel, il est infiltré, mais il n'y a pas d'anomalie significative. On l'embolectomise, les résultats sont satisfaisants, les suites sont favorables. Maintenant, la question, c'est que s'est-il passé? Alors, qu'est-ce que vous programmez comme examen pour faire le bilan étiologique de cet accident aigu? Donc là, on revient un peu en cardio. On est face à une situation d'embolie artérielle. Quels examens vous devez faire pour connaître l'origine de cette embolie artérielle? Donc là, c'est pareil, hein, une ou plusieurs réponses exactes que je vous laisse répondre. Hmm. Alors, Ça commence. CDE. Alors, vous n'êtes pas tous d'accord, enfin, bon, les deux personnes qui ont répondu ne sont pas encore tout à fait d'accord entre elles. D'autres réponses? Alors, les bonnes réponses étaient l'écho-doppler artériel, l'écho, le TT et le Holter ECG. On va voir tout de suite pourquoi.
Le bilan, il y a deux questions auxquelles il faut répondre dans le cadre d'un accident artériel aigu des membres inférieurs et plutôt d'un accident embolique d'une manière générale. C'est d'où vient le thrombus. Et donc, il vient soit du cœur, soit d'ailleurs dans un vaisseau. Et donc, pour répondre à cette question, on fait le Holter ECG et le TT. Le TT pour rechercher un thrombus intracavitaire. Le Holter ECG pour rechercher de la fibrillation atriale qui pourrait permettre de se dire qu'il y a un thrombus à un moment donné qui s'est formé dans une des cavités gauches. Et la deuxième question, c'est quel est l'état artériel? Est-ce que ce sont des artères pathologiques ou des artères saines? Et donc pour ça, il faut faire un bilan artériel exhaustif avec un échodoppler artériel des membres inférieurs et ne pas oublier l'aorte abdominale. Le bilan de thrombophilie se discute selon les indications. Dans notre situation, notre malade a une surcharge athéromateuse diffuse sur son échodoppler artériel des membres inférieurs, un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale avec un thrombus de 5 à 6 mm en son sein, plusieurs passages quotidiens en FA à 110-120 par minute avec des phases de rythme sinusal sur le Holter ECG et une échographie qui est superposable à celle qui était en 2008 sans thrombus individualisé. Donc, surcharge athéromateuse, un anévrisme thrombosé de l'aorte abdominale, plusieurs passages en FA et une échographie cardiaque qui est inchangée. Alors, maintenant, quelles sont les questions, les réponses exactes? Est-ce que le point de départ de l'embolie peut être l'anévrisme thrombosé? Est-ce qu'on peut dire que l'accident n'est pas d'origine cardio-embolique parce que l'écho est normal? Est-ce qu'il y a d'indication ou non un traitement anticoagulant au long cours? Est-ce qu'il faut faire une cardioversion chimique en urgence? Ou est-ce que l'ordonnance de sortie devra comporter de la flécaïne? Voilà, je vous laisse 2 minutes pour répondre. Alors, je vous rappelle, parce que là, on est déjà face à une masse d'informations, que vous êtes face à un monsieur de 61 ans qui a plein de facteurs de risque cardiovasculaire, notamment une cardiopathie ischémique, qui a fait une ischémie aiguë du membre inférieur gauche, embolique, avec des artères globalement malades, un anévrisme thrombosé de l'aorte abdominale sous-rénale, et une échographie cardiaque qui est inchangée. Il a été traité, et la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur? Alors, vous avez le droit de mettre plusieurs réponses, hein. Donc, effectivement, vous me dites tous que le point de départ de l'embolie peut être l'anévrisme thrombosé. La réponse est oui, bien sûr. Vous avez un machin qui se balade dans l'aorte abdominale qui peut tout à fait être le point de départ d'une embole à destinée des membres inférieurs. Alors, revenons. Donc, je suis d'accord avec vous. Et pour répondre au reste de la question, je vais revenir un petit peu au cours. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait, d'une part, voir, étudier l'origine du thrombus. Pour ça, on fait le Holter et l'échographie cardiaque. Et d'autre part, regarder l'état artériel. Dans notre dossier, dans notre situation, le malade est en FA. Il fait des passages en FA qui durent 10 minutes. Il a un thrombus intra-artériel. Donc, on peut se dire que c'est une origine cardio-embolique. Hein, donc, la proposition qui était que cet accident aigu ne peut pas être d'origine cardio-embolique, c'est faux, d'accord? C'est pas parce qu'on ne voit pas un thrombus qu'il n'existe pas. Et deuxièmement, l'état artériel, eh bien ce malade, il a des artères qui sont malades. Et donc les accidents mixtes peuvent parfaitement exister. On peut parfaitement faire une embolie sur des artères pathologiques, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de notre patient. Après, la question qu'on vous posait ensuite, c'est est-ce qu'il y a un traitement anticoagulant? Est-ce qu'il faut faire une cardioversion? Donc ça, on va revenir vraiment complètement sur la cardio. On va revenir sur la fibrillation atriale. Alors, la fibrillation atriale, peut-être, tous vos dossiers de fibrillation atriale, vous pouvez probablement, 99% des cas, je pense, tu es d'accord Thomas, que on peut les résoudre en répondant à ces deux questions. Est-ce qu'il faut anticoaguler? Est-ce qu'il faut réduire ou ralentir? La première question, faut-il anticoaguler cet FA? La réponse est simple, vous devez calculer le score de Chad-Vasque à partir du moment où il est supérieur à 0. Grosso modo, il faut anticoaguler le malade. De la même façon qu'une FA valvulaire s'anticoagule, de la même façon qu'une FA sur une CMH s'anticoagule, et de la même façon que 4 semaines après une cardioversion, quel que soit le score Chad-Vasque, il faut que le malade soit anticoagulé. L'avantage des nouvelles recommandations 2016 sur la fibrillation atriale, c'est qu'elles ont clairement défini ce que c'était que la FA valvulaire. C'est de la FA avec une prothèse mécanique, quel que soit
sa position, ou l'existence d'une sténose mitrale significative. Et cette FA valvulaire est la seule contre-indication absolue aux AOD. D'accord ? Dans les autres cas, vous voyez que dans ces recommandations, la flèche qui va vers les AOD, là, les NOAC, est pleine, alors qu'on est passé à des pointillés pour les AVK. Donc les recommandations et globalement les pratiques maintenant, c'est en première intention un anticoagulant pour pas un anticoagulant oral direct, hein, le Xarelto, l'Eliquis ou le Pradaxa, pour les malades qui sont dans FA et qui n'ont pas une FA valvulaire. Alors, le score CHAS-VASc, je vous le rappelle ici, c'est un score que vous devez connaître par cœur, c'est impératif, c'est pas très compliqué à retenir, même si je sais que vous avez beaucoup de scores à retenir. Donc, notre patient est hypertendu, ici, il est diabétique et il a une maladie vasculaire avec une artériopathie des membres inférieurs et une coronaropathie, donc il a un score à 3, ce qui est une indication indiscutable à lui mettre un traitement anticoagulant. Donc, il fallait lui mettre un traitement anticoagulant. La réponse est oui. Deuxième question, faut-il réduire ou ralentir la fibrillation atriale? Donc je vais en parler un peu, Thomas vous précisera un certain point quand il fera la deuxième partie du cas clinique. Lorsque l'on réduit une FA, il faut réduire des gens que vous avez de bonnes chances de maintenir en rythme sinusal. Ça n'a pas d'intérêt sinon de réduire quelqu'un chez qui vous savez que la FA va récidiver dès que vous l'aurez réduit. Donc ça, c'est les malades qui sont très symptomatiques en FA, qui sont des patients jeunes, insuffisants cardiaques, ou chez des malades qui sont passés en fibrillation atriale à la suite d'une cause réversible corrigée, par exemple l'hyperthyroïdie. Une fois qu'on a corrigé la thyroïde et que le malade reste en FA, eh bien, vous pouvez corriger, vous pouvez réduire le malade, vous avez de bonnes chances de le garder en rythme sinusal. À l'inverse, si vous choisissez de ne pas réduire la fibrillation atriale, c'est parce que vous savez que vous n'allez pas réussir à maintenir un rythme sinusal permanent. Donc ça, c'est des patients qui sont âgés, des patients qui sont fragiles. Alors, pour réduire une FA, généralement, il faut une anesthésie générale. Alors, Thomas va vous en reparler. Donc, si vous ne pouvez pas endormir le malade, vous ne pouvez pas réduire la FA. La mamie qui a 95 ans, qui a une oreillette gauche qui fait 1 litre, qui a un rétrécissement mitral serré, qui est en FA depuis 20 ans, qui a déjà eu 25 chocs électriques externes et qui n'ont pas réussi à la réduire, c'est typiquement une situation où il faut s'arrêter et se dire qu'on peut respecter la FA, d'autant plus que toutes les études montrent dernièrement qu'il n'y a pas de bénéfice supplémentaire à être en rythme sinusal versus rester en FA à partir du moment où les malades sont anticoagulés. Je rentre juste dans le cadre pour... Je fais mettre en plein écran. Merci. Pour qu'on puisse Pour te souligner voir. une question qui est importante, à laquelle tu peux peut-être répondre, Damien, sur le score CHAS-VASc à 1 uniquement sur le sexe féminin. Alors, c'est effectivement une bonne question pour laquelle la réponse n'est pas très univoque. Si la seule raison pour laquelle la patiente a un score CHAS-VASc supérieur à 0, c'est uniquement le sexe, ça se discute au cas par cas. Souvent, c'est possible de considérer qu'en fait, il est égal à 0. Voilà. Maintenant, ça se discute au cas par cas. Et si c'est de la fibrillation atriale sur cœur sain et que le seul item qui fait monter le score CHAS est le sexe féminin, on peut considérer qu'il est à 0. Voilà. C'est une très bonne question. Donc, la question ensuite... Une fois que, voilà, si vous avez décidé de réduire, vous pouvez introduire un traitement antiarythmique. Ça aussi, Thomas va réinsister là-dessus. Un traitement antiarythmique n'a d'intérêt que pour éviter que le malade repasse en FA. Donc ça veut dire, ça sous-entend évidemment qu'il faut qu'il soit revenu en rythme sinusal. Donc aucun intérêt de mettre un traitement anti-arythmique, chez un malade qui reste en FA. Donc c'est vraiment toutes les FA qui sont réduites en rythme sinusal, ou typiquement comme dans notre cas, la FA paroxystique récidivante. Notre patient, dans le Holter ECG que je vous ai montré il y a quelques diapos, il passe en FA, il revient en rythme sinusal, il passe en FA, il revient en rythme sinusal. Ça, c'est typiquement la FA paroxystique récidivante, et donc c'est une indication, un traitement antiarythmique. Vous devez en retenir 3, la flécaïne, le sotalol et la myodarone. Sur un cœur sain, oui pardon, c'est là, excuse-moi, merci. Sur un cœur sain, c'est flécaïne. S'il y a une cardiopathie ischémique avec une FEVG conservée, c'est le sotalol. Et à partir du moment où il existe une dysfonction VG, vous n'avez le droit de mettre que la myodarone. Voilà.
Donc ça, c'est les points que vous devez retenir. Attention, interdiction de mettre de la flécaïne si les QRS sont larges. Donc, dans notre situation, le malade, on le sait, il a une cardiopathie ischémique, même s'il a été dilaté en 2008, il a une cardiopathie ischémique. Donc, le traitement que je vous proposais dans le QCM, c'était de la flécaïne. C'est contre-indiqué, donc il faut mettre du sotalol. Alors, par la suite, le malade a un suivi qui est régulier. Il a été opéré de son anévrisme de l'aorte abdominale. Il est sous AVK au long cours. Son diabète, son hypertension artérielle sont bien équilibrés. Et vous le retrouvez aux urgences pour une gêne respiratoire 5 ans plus tard. Quand vous arrivez, il est en sueur. Il a 84% de SAT en air ambiant. 211-110 de pression artérielle, 145 par minute de fréquence cardiaque et 37,1 de température. Je vous laisse 30 secondes juste pour que vous lisiez juste cet énoncé. Alors, on va passer à la diapo suivante. Là, il faut prendre des notes. À l'examen physique, vous avez des œdèmes des membres inférieurs, une turgescence jugulaire, des crépitants bilatéraux qui remontent jusqu'au sommet. La gazométrie artérielle, on va en reparler. Je vous laisse la lire. Et la fonction rénale normale, l'INR est à 1,89 et le reste du bilan, vous ne l'avez pas encore. L'urgentiste vous a appelé parce que le malade ne va pas bien. Donc là encore, on regarde le gaz. Je vous le remontrerai tout à l'heure si vous voulez. Alors, la question que je vous pose, je me sonne l'électro avant toute chose. C'est pareil, je vous laisse 30 secondes pour regarder l'électro. Les équations de Anderson-Hasselbalch. On va faire un cours de physiologie appliquée. Je sais pas ce qu'il fait. Alors bon, c'est bon, vous avez tous lu l'électro. Pendant qu'il continue à faire joujou au tableau, je vous pose une question et après je vous laisse la vue sur l'équation. Que je sais pas comment elle s'appelle cette équation. L'équation Des gaz alvéolaires. Ah, je suis pas sûr sur l'équation des gaz alvéolaires. Si. Voilà, l'étendue de notre savoir en pneumologie. Alors, quels sont les diagnostics corrects concernant cette situation clinique? Est-ce que c'est un syndrome coronarien aigu? Est-ce que c'est un œdème du poumon? Est-ce que c'est une tachycardie fonctionnelle? Une EP grave? Ou est-ce qu'il y a une acidose respiratoire? À vous de jouer. De l'exactitude de votre diagnostic dépend la survie de ce malade. Donc, faut pas se planter. Ça, c'est dans le cadre. Alors, je vois passer un BDA. Ce serait quand même pas de chance de faire un œdème du poumon plus une embolie pulmonaire. Faut être un peu uniciste. On va reprendre ensemble Ah, tu vois, regarde, c'est l'équation de Mendelssohn-Hasselbalch. J'ai des bons restes de la biochimie, de la biophysique. Alors, on va reprendre l'analyse sémiologique de l'énoncé quand c'est comme ça. Quand vous avez des énoncés qui sont pleins d'informations, il faut revenir. On va revoir le CG. Mon cher Florent, on va revoir le CG. On va reprendre l'analyse sémiologique de l'ECG de manière systématique. Vous avez un malade qui est en sueur, donc il lutte vraisemblablement pour respirer, qui a 84% de saturation en air ambiant, donc qui est hypoxémique, et j'insiste sur hypoxémique, on ne peut pas dire, c'est faux de dire qu'il est hypoxique. L'hypoxie est une définition tissulaire, l'hypoxémie c'est une définition, on va dire, alvéolaire. Il a 21,11 de pression artérielle, donc il est hypertendu. Il a 145 par minute, j'aurais dû le souligner, il est donc tachycarde, et il n'est pas fébrile. À l'examen physique, il a des œdèmes des membres inférieurs, des crépitants bilatéraux, une turgescence jugulaire. Il est donc en décompensation cardiaque globale, même si c'est le tableau respiratoire qui prédomine. La gazométrie artérielle, le pH est à 7,29, donc inférieur à 7,40, c'est donc une acidose.
La PaCO2 est supérieure à 40 mm de mercure, donc c'est une acidose qui est respiratoire, et ce, d'autant que les bicarbonates sont sensiblement normaux, un tout petit peu élevés. Et la PaO2 est à 50 mm de mercure, donc le malade est hypoxémique, et ça correspond aux 84 de SAT qu'on a. La fonction rénale est normale, alors là, ça ne réapparaît pas, mais je vous rappelle que l'INR est à 1,89, on l'avait vu ici, et je vous rappelle, c'est ce que je vous avais dit à ma première conf, qu'il n'y a aucune information qui vous est donnée au hasard. Le CG, donc vous aviez demandé le CG, vous êtes face, on va l'interpréter de manière systématique, vous êtes face à une tachycardie irrégulière, regardez bien ici en D2, vous avez une tachycardie qui est irrégulière, AQRS fin. À partir de là, vous avez un seul diagnostic vraisemblablement possible, c'est la fibrillation atriale. D'accord ? On a des petits troubles de la repolarisation, un ST qui est un tout petit peu sous-décalé en V5, V6. Il n'y a pas d'histoire de douleur thoracique. Il n'y a pas de douleur thoracique et c'est peu probable que le malade il ait un syndrome coronarien aigu surajouté. Attends, je Oui. m'interpose juste une seconde pour une question intéressante. Je reprends mon rôle de physiologue. Un chef m'a déjà dit qu'en cas de décompensation cardiaque globale, il n'y a pas de crépitant, qu'en dites-vous? Alors, c'est pas bête sur le raisonnement, mais le problème, c'est que ça va vraiment dépendre du tableau clinique, parce qu'il faut bien vous dire que les gens sont essoufflés, parce qu'il y a une différence de performance entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Si le ventricule droit est très en forme et pousse bien, alors que le ventricule gauche, lui, fait pas son travail, où est-ce que le sang va stagner, schématiquement? Entre le VD et le VG, c'est-à-dire dans les poumons. En revanche, si quelqu'un a un cœur au tapis, globalement, le VD marche pas, le VG marche pas, le gradient se fait avant le VD et pas entre le VD et le VG. Donc les gens ne sont pas essoufflés, n'ont pas de crépitant et la congestion se fait surtout sur le mode droit. En fait, je pense que c'est une confusion entre la dysfonction VD et VG et l'insuffisance cardiaque clinique. On peut parfaitement faire une décompensation cardiaque droite avec un ventricule droit qui fonctionne bien parce qu'en fait, il y a une surcharge de volume telle qu'on peut avoir à la fois des signes gauches et des signes droits. D'ailleurs, c'est la condition, effectivement, pour avoir des signes gauches en même temps que des signes droits, c'est que le ventricule droit, il faut qu'il fonctionne. Voilà. Donc voilà. Peut-on parler d'acidose mixte sur les lactates? Alors déjà, c'est le lactate. Première info. Alors non, probablement pas, parce que le lactate, il est élevé à la suite de plutôt l'hypoxémie. C'est quelque chose de très passager, de très brutal et qui va se régler rapidement dès que vous allez donner de l'oxygène au malade. Donc le mécanisme initial, c'est pas une acidose véritablement métabolique, mais vraiment respiratoire. Donc vous êtes face à une insuffisance respiratoire aiguë avec une hypoventilation alvéolaire qui est responsable d'une acidose hypercapnique sur un œdème aigu du poumon mixte hypertensif et sur un passage en FA rapide. D'accord? Donc vous avez fait votre diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel traitement mettez-vous en place? VNI, diurétique, vasodilatateur, alcalinisation ou ralentissement de la cadence ventriculaire par des bêta-bloquants. Allez-y, à vous de jouer. Alors, pour répondre à la question qui vient d'être posée, est-ce qu'on élimine le SAST- devant l'absence de douleur thoracique? On peut dire que oui, en tout cas dans un premier temps. On fera de toute façon le bilan étiologique, je vais en reparler juste après. Mais dans un premier temps, ça ne ressemble pas à un syndrome coronarien aigu. Alors, ABCE, AD. Qui a raison, qui a tort? C'est impliqué là. Alors, VNI, vous êtes beaucoup à dire A, VNI, ok, je suis d'accord. Vous êtes beaucoup à me dire C, ok, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah, alors, excellente question. Qu'est-ce qui permet d'éliminer une P massive? Alors, première chose, le P massive n'existe pas. C'est un peu une sorte de cheval de bataille. Le P massif, ça ne correspond à aucune entité clinique qui existe. On parle de P grave, de gravité intermédiaire, de P non grave. Le P massif, ça n'existe pas.
Pourquoi est-ce que c'est pas une EP massive? Parce que tout simplement, c'est pas la présentation clinique d'une EP massive. EP grave, hein, on arrête de dire massive. Une EP grave, elle se présente sous la forme d'un tableau de choc droit aigu. Choc droit aigu égale dysfonction ventriculaire droite aiguë, égale ventricule droit dilaté, égale signe droit. J'ai un malade qui est sec dans les poumons. D'accord? Si le VD ne pousse pas, on ne peut pas faire d'OAP. Donc, c'est pas un tableau de choc droit, c'est pas un infarctus du VD non plus. Pourquoi est-ce que l'infarctus du VD est une contre-indication au nitré? Parce que si on diminue la charge du ventricule droit avec les nitrés en diminuant le retour veineux du ventricule droit, il ne pousse plus dans rien. Déjà que dans un infarctus du VD, il ne pousse pas. Si en plus vous lui diminuez sa précharge, il pousse dans plus rien. Donc pas de nitré sur un infarctus du VD, mais là on n'est pas du tout dans une situation d'infarctus du VD. Alors, donc VNI, oui. Le malade, il a une acidose respiratoire. Traitement vasodilatateur, oui, et 1000 fois oui, c'est ça qui va sauver le malade. C'est les dérivés nitrés par voie intraveineuse. Le piège dans lequel certains sont tombés, évidemment, en phase aiguë d'un OAP, on ne met pas des diurétiques par voie orale, mais par voie IV, d'accord? Ça marche plus vite. Et j'ai mis en rouge l'alcalinisation par bicarbonate parce que c'est une erreur grave. Vous faites bien de la faire maintenant, comme ça vous la referez plus. On va en reparler tout à l'heure. Lorsque vous êtes face à un malade qui est en insuffisance cardiaque aiguë, vous devez identifier le phénotype du malade. Dans 95%, c'est le phénotype congestif qui est notre situation, c'est-à-dire un patient. Alors, c'est le vocabulaire qui a été utilisé dans la recommandation, c'est patient froid ou chaud et patient mouillé ou sec. Donc là, on est dans la configuration. En fait, le chaud, c'est est-ce que le malade il est chaud ou froid, c'est-à-dire est-ce qu'il il est en bas débit, donc il est froid, ou est-ce qu'il circule correctement et donc il est chaud. Est-ce qu'il est mouillé, c'est-à-dire est-ce qu'il a des signes d'insuffisance cardiaque, de surcharge notamment de pulmonaire, ou est-ce qu'il est sec, donc vraiment en bas débit. Donc là, on est dans la situation où le malade circule correctement, donc il est chaud, et on est dans la circulation ou dans la situation où il est plein de flotte dans les poumons, donc il est mouillé. Donc il est congestif, et c'est 95% des malades qui sont dans cette case-là. D'accord? Donc, lorsque vous avez une insuffisance cardiaque aiguë, vous avez deux questions à laquelle vous devez vous poser. Petit 1, est-ce que le malade est en état de choc? Et petit 2, est-ce qu'il y a une insuffisance respiratoire qui nécessite un support ventilatoire? Dans notre situation, le malade n'est pas en choc cardiogénique, mais il est en insuffisance respiratoire aiguë, ce qui nécessite de lui mettre de la VNI. Le deuxième volet du traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est de rechercher et, évidemment, de traiter la cause. Donc, est-ce que c'est un syndrome coronarien aigu, une urgence hypertensive? Est-ce que c'est une arythmie? Est-ce que c'est une cause mécanique? Ou est-ce que c'est une embolie pulmonaire? Et donc, nous, on est pour l'instant dans cette case-là, HTA plus FA. Encore une fois, ce n'est pas du tout la présentation clinique d'une EP grave ou d'un choc cardiogénique sur une EP. Un malade qui fait un choc cardiogénique sur une embolie pulmonaire grave, il se présente sous la forme patient plutôt, on va dire, sec et froid, parfois un peu mouillé et froid dans le sens où il peut avoir des signes de décompensation cardiaque droite. Excusez-moi, j'ai mis ma tête en tout petit, il faudrait que vous en profitiez un peu plus. Juste Damien, on nous demande, et Oui. même si j'en parle après, pourquoi tu mets pas des bêta-bloquants là pour ralentir la FA? J'allais en parler après. Pourquoi on ne met pas de bêta-bloquant? On ne met jamais de bêta-bloquant à un malade qui est en insuffisance cardiaque aiguë décompensée parce que c'est un inotrope négatif et que le ventricule gauche il est déjà soumis à un travail extrêmement important en phase aiguë d'insuffisance cardiaque et que si vous lui mettez un coup de frein avec des bêta-bloquants, ça va mal se passer. Donc jamais d'introduction de bêta-bloquant chez un malade qui est en phase aiguë d'insuffisance cardiaque. Ça peut être fait dans les suites, hein, mais jamais au moment où le malade est en OAP, lui mettre des bêta-bloquants, c'est ouvrir la porte du cercueil. Alors, donc ça c'est une autre façon de présenter les choses. Est-ce que le malade est congestif? Si oui, il est mouillé. Si il est congestif et chaud, ce qui est notre cas, donc est-ce que en fait la perfusion périphérique est normale? La réponse est oui, c'est notre situation. Il est chaud et mouillé, humide, mais ça devient un peu tendancieux, donc on va dire chaud et mouillé. Il faut traiter la post-charge et il faut traiter la congestion. Voilà, donc la diurétique et dérivés nitrés. Oui, la digoxine, ça aurait été tout à fait bon. Pourquoi? Parce que vous avez une congestion pulmonaire, le ventricule gauche ne peut pas pousser. Pourquoi dans cette situation il ne peut pas pousser? Il y a trop à pousser, il est plein, donc il ne peut pas absorber toute la précharge, il se remplit trop parce qu'il y a trop de pression. Et en plus de ça,
la pression dans la aorte, la pression artérielle est élevée. Donc en fait, le ventricule gauche, il pousse contre un mur. Et quand il pousse contre un mur, sa consommation d'oxygène augmente, il n'arrive plus à faire face. Donc c'est l'OAP, toute la pression se répercute en amont, donc dans les veines pulmonaires dans un premier temps, et dans l'artère pulmonaire dans un deuxième temps. D'accord? Donc pour qu'un VG fonctionne normalement, il faut que sa précharge et sa post-charge soient adaptées. Et là, vous avez, grâce à la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque aiguë, vous avez les deux pans du traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, qui sont petit 1, la diminution de sa précharge grâce aux diurétiques, et petit 2, la diminution de la post-charge et de la précharge grâce aux dérivés nitrés. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire sous la forme d'un schéma. Maintenant, si vous êtes dans la situation où la perfusion périphérique n'est pas appropriée, j'ai plus de souris là. Ah si, c'est bon. Là où la perfusion périphérique n'est pas appropriée, c'est le cas du patient qui est à la fois mouillé et froid. Et donc, en plus de diurétique, il va falloir mettre un support inotrope pour restaurer la perfusion périphérique. Mais ça, on va pas en parler longuement là parce que on rentre dans le choc cardiogénique et ça va devenir un peu trop long. Mais sachez que si le malade est froid, s'il a des signes d'hypoperfusion périphérique, il va falloir un support inotrope. Donc là maintenant, si on se remet dans la case patient sec, est-ce qu'il est sec et chaud? En fait, il n'est pas en insuffisance cardiaque, tout simplement, ou alors insuffisance cardiaque vraiment à minima. Il est sec, donc il est pas en surcharge, et il est chaud, donc il n'est pas en bas débit. Donc c'est juste la décompensation cardiaque à minima. Et est-ce que par contre il est sec et froid? C'est un mode bas débit. Il faut vérifier la volémie parce que ça peut être en fait tout simplement un choc septique. Voilà. Donc le message c'est quoi? C'est d'évaluer petit 1 la présence de signes congestifs et petit 2 d'évaluer la perfusion périphérique. Une fois que vous avez évalué ces deux points, vous savez dans quelle case se situe votre malade et vous savez donc quel traitement il faut lui mettre. Est-ce qu'il faut diminuer sa post-charge ou sa précharge? Est-ce qu'il faut lui mettre des diurétiques? Et est-ce qu'il faut lui mettre un support inotrope? J'en profite Oui. encore une fois pour une question qui est posée sur le rôle des dérivés nitrés dans l'insuffisance cardiaque. Déjà, il faut bien se dire que le rôle des dérivés nitrés n'a de place que dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Ce n'est pas un traitement d'entretien au long cours. Et là, il faut vous dire, c'est ce que disait Damien, que le ventricule gauche pousse contre un mur. Imaginez que l'hypertension qu'a le malade, c'est comme une paille très serrée. Donc le cœur doit pousser fort dans la paille. Les dérivés nitrés, c'est des vasodilatateurs. Donc imaginez que l'aorte s'ouvre d'un coup. Donc le ventricule gauche va avoir beaucoup plus de facilité à éjecter le sang et donc ça va le décharger d'une énorme partie du travail qu'il doit fournir. Et donc les signes congestifs vont très 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 rapidement se lever. C'est quasiment un des médicaments les plus miraculeux de la cardio chez des gens qui sont en train de suffoquer. Tout est miraculeux en cardio. Mais les dérivés nitrés vont les aider en quelques secondes souvent. Donc c'est vraiment très impressionnant. Ouais, je repars. Tout à fait. Non, mais les OAP hypertensifs qui arrivent avec 25 de pression artérielle systolique, ils sont quasiment pas en fait en surcharge, ils crépitent, mais en fait c'est de l'eau qui va du secteur vasculaire vers le secteur on va dire alvéolaire à cause de l'hypertension artérielle. Quand vous guérissez la tension, le malade est guéri, il n'a pas besoin de diurétique. Donc effectivement c'est extrêmement important. Alors là je reviens sur pourquoi est-ce que lui mettre des bicarbonates c'est une erreur grave. Je vous rappelle la gazométrie artérielle, il a 7,29 de pH, 27 de bicarbonate, il a une acidose respiratoire. Il ne peut plus épurer le CO2, donc il a une acidose respiratoire. Si vous mettez des bicarbonates, vous allez mettre du bicarbonate de sodium, donc petit 1, on ne compte déjà si on oublie le fait que vous allez lui donner du sel à un malade qui est déjà en insuffisance cardiaque aiguë, donc vous allez augmenter en fait sa volémie alors que vous voulez la diminuer. Si vous augmentez la charge basique en mettant des bicarbonates, l'organisme va devoir la compenser parce que d'un coup, brutalement, il va se retrouver avec une charge basique qui arrive et qu'il va falloir compenser parce qu'il faut qu'il maintienne un pH normal ou en tout cas qu'il maintienne au moins l'électroneutralité. Quelle est la façon la plus rapide d'éliminer une charge basique? C'est de la tamponner, vous avez l'équation derrière, par une charge acide. Et quelle est la façon la plus rapide d'augmenter la charge acide? C'est d'augmenter la PCO2. Si le seul moyen d'augmenter la PCO2, c'est d'arrêter de respirer. Donc, un malade qui est en acidose respiratoire, à qui vous perfusez des bicarbonates, vous le tuez, tout simplement. Donc, il ne faut pas faire ça.
c'est très important que vous ayez fait l'erreur aujourd'hui, que vous ne la refassiez plus. On ne donne pas de bicarbonate à un malade parce qu'il est acide, surtout si c'est une acidose respiratoire. Les indications existent dans l'acidose métabolique, mais ça, c'est pas du tout notre propos. En tout cas, le malade qui est en OAP, il faut le ventiler et diminuer sa post-charge. Et même si le pH est inférieur à 7,10, hein, je vois la remarque, ça ce n'est pas vrai, Ouais. même dans l'insuffisance respiratoire. Surtout Dans l'insuffisance Quel respiratoire. que soit le pH, jamais de bicarbonate dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. D'accord? Jamais. C'est interdit. Et là, on va pouvoir switcher puisqu'on est arrivé à la fin de ma partie. Je vais donc sortir des feux de la rampe. Alors, rebonjour à tous. Donc moi, je prends la suite du cas. Donc le malade qu'on suit, c'est toujours le même patient, bien évidemment, qu'on suit depuis le début. Là, vous mettez en place ce qu'on a dit, c'est-à-dire on diminue la précharge avec les furosémides, on diminue la post-charge avec les dérivés nitrés, et on lui met la VNI, et on lui met la VNI en place. Il fallait bien tilter quand même que l'acidose hypercapnique respiratoire, c'est quand même un état hyper grave, hein. Ça veut dire que le patient a déjà hyperventilé pendant un moment, il est arrivé au stade où il est épuisé, il devient hypercapnique. Si ça marche pas la VNI très rapidement, il faut vite l'intuber, hein. Il faut pas du tout perdre de temps à s'entêter avec une VNI qui ne fonctionne pas. En tout cas là, nous, ça fonctionne bien, il évolue très vite, très bien. Malgré tout ça, il reste quand même en FA rapide, sauf que maintenant, cliniquement, il est complètement rassurant. Il a encore un petit peu de crépitant et des œdèmes des membres inférieurs. À la biologie, la créate est normale, la troponine est négative et le patient n'avait pas fait de douleur thoracique dans l'anamnèse. C'est important quand même à préciser. On refait une échographie au lit du patient à J1 quand il est beaucoup mieux cliniquement et on trouve que le ventricule gauche est dilaté, qu'il a 29% de FEVG. Je vous rappelle que sa première échographie en 2008 avait une FEVG globalement conservée. À l'époque, on retrouvait une hypokinésie inférieure, séquelle de son infarctus, mais maintenant on trouve également une hypokinésie antéroseptale qui n'était pas connue jusque-là. Il a par ailleurs des oreillettes dilatées et il n'y a pas de problème de valve ou de péricarde. Donc, tout ça pour dire, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Alors, la question que je vous pose, est-ce qu'on peut dire que la dégradation de la FEVG est explicable, en tout cas peut être expliquée par la persistance de son arythmie, qui est, on rappelle, assez rapide? Est-ce qu'une coronarographie va être indiquée pendant l'hospitalisation? Est-ce que les bêta-bloquants peuvent être introduits maintenant? Est-ce que les IEC peuvent être introduits maintenant? Est-ce qu'aucune de ces réponses n'est vraie? Je reviens un tout petit peu sur la situation clinique, parce qu'on a rajouté pas mal d'infos. Il va mieux, il a encore des signes de surcharge, il est toujours en FA rapide. La bio, il n'y a pas de catastrophe. Et à l'écho, on a donc une dysfonction VG qui n'était pas connue, avec des troubles de la cinétique qui n'étaient pas connus. Il y a une question intéressante là. Il y a une question intéressante sur où se situe la limite entre VNI et insuffisance et intubation. C'est intéressant parce qu'il faut la connaître en tant que cardiologue. Le premier traitement, si le malade n'a pas de trouble de conscience, c'est la VNI. À partir du moment où le malade a des troubles de conscience, il faut qu'il soit un minimum conscient pour pouvoir respirer dans sa VNI. La VNI n'est qu'une aide inspiratoire avec une PEP, donc il faut qu'il déclenche le respirateur. Si le malade il est tellement dans le coma qu'il est incapable de déclencher le respirateur, il faut se poser la question de les intuber rapidement. Donc la limite, elle est clinique. Il n'y a pas de seuil ou de cut-off que je pourrais vous donner. C'est vraiment si le malade il est dans le coma, ça sert à rien de lui mettre la VNI, il ne déclenchera pas le respirateur. Voilà. La bonne réponse qui marche tout le temps, c'est rien ne doit retarder l'intubation s'il y a des critères de mauvaise tolérance. Donc que ce soit neurologique ou même parfois clinique, les gens qui sont très très hypercapniques, ils peuvent avoir mal au crâne, ils peuvent être en train de vomir. Si quelqu'un est en train de vomir, lui coller la VNI qui va propulser l'air dans les poumons, c'est propulser le vomi dans les poumons. Donc, c'est des choses simples, mais vous ne trouverez pas de cut-off pour dire tiens, il y a tant de capnie, c'est intubation d'emblée. Parce que parfois, on est surpris, il y a des gens qui ont 80 de capnie qui sont plutôt bien. Les insuffisants respiratoires chroniques. Notamment ceux qui sont insuffisants respiratoires chroniques. Donc, retenez plutôt que c'est en fonction, c'est un peu au cas par cas, mais on peut tenter la VNI sans retarder l'intubation en cas de mauvaise tolérance de la VNI. C'est ça. Et bien sûr, le trouble neurologique est une indication à l'intubation rapide plutôt que tenter autre chose. Je vais au cow-boy. Je reviens sur les bonnes... Ouais, pardon, je vous ai un peu coupé. Alors, donc, finalement, les réponses, je ne sais pas s'ils ont répondu. Je pense que si, ils ont répondu. Et, attends, voilà. Et donc, plutôt pas mal en plus. Alors, donc là, la VNI peut se faire en cardio, oui. Oui, alors, on sait faire. Pas dans toutes les USIC, mais dans la plupart... dans la nôtre, on peut. Voilà.
en Île-de-France, notamment, nous, il y a pas mal d'usines où on le fait. Voilà. Donc là, le tableau, c'est quand même une dysfonction VG qui n'était pas connue chez un patient qui est coronarien. Et sachez quand même que la première cause d'insuffisance cardiaque au monde, c'est la maladie coronaire. Donc en fait, tout bilan d'insuffisance cardiaque doit comporter une évaluation coronarienne. Donc ce malade va bien évidemment avoir une coronarographie dans le cadre de son bilan. Ah oui, c'est mieux. Ensuite, pour la réponse A, c'est vrai que souvent on voit que les gens qui sont en tachycardie, que ce soit de la FA ou autre chose, quand le cœur bat vite longtemps, on peut arriver à des situations de dysfonction ventriculaire gauche parce que le cœur n'est pas fait pour battre à 150 par minute. Donc on a un aspect en fait de sidération myocardique, ce qui fait que quand on fait l'écho, on peut avoir 20% de FEVG, on fait retourner le patient en rythme sinusal et en fait ça se corrige assez rapidement en quelques semaines. Mais c'est bien sûr un diagnostic d'exclusion. On ne peut pas dire ah bah il y a de la FA donc c'est ça. Il faut toujours supposer le diagnostic le plus grave et le plus fréquent en premier. Ici, la maladie coronaire est bien plus grave, bien plus fréquente, a fortiori les coronariens, donc probablement qu'il y a un souci chez lui. Alors, un petit rappel pour les traitements. Je vous ai demandé bêta-bloquant IEC. Ça, c'est les recommandations de l'insuffisance cardiaque de 2016 de la Société européenne de cardio qui nous dit très clairement quand les gens sont symptomatiques avec une insuffisance cardiaque, avec une dysfonction VG, moins de 40%. En première intention, bêta-bloquant IEC, l'association des deux. Ce sont deux traitements qui ont démontré, deux des rares traitements qui ont démontré un bénéfice en termes de mortalité dans l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est deux traitements qui vraiment améliorent la survie des malades. Et en cas de persistance des symptômes et de FEVG plus altérés à moins de 35%, il y a une indication à un double blocage du système rénine-angiotensine où on rajoute des anti-aldostérone. Donc là, on en est encore au début de l'insuffisance cardiaque, on n'a pas réévalué le malade après les traitements, donc en tout cas, il a une indication théorique aux bêta-bloquants et aux IEC. Maintenant, attention juste à ce qu'on a dit, c'est Damien qui l'avait dit avant, hein, les bêta-bloquants, c'est un des traitements les plus importants de l'insuffisance cardiaque, mais à introduire à distance d'une décompensation. Donc en pratique, souvent, on attend soit la sortie du malade s'ils sont en parfait état clinique, soit quelques jours ou quelques semaines après, avant de les introduire. On ne les introduit pas quand ils sont encore en phase d'insuffisance cardiaque, quand ils ont encore des signes de surcharge. Là, le patient, il est mieux, mais il est toujours en FA rapide, il a toujours des signes congestifs, c'est encore un peu tôt. Mais bien sûr qu'il en aura dans pas longtemps. Et alors, je le rappelle, jamais de bêta-bloquant dans la décompensation cardiaque aiguë et encore moins dans l'état de choc cardiogénique. À la rigueur, en décompensation cardiaque aiguë, on va le faire passer en choc, mais alors s'il est en choc, on va le faire passer de l'autre côté. Alors, donc les réponses, je viens de vous les donner. La dégradation peut s'expliquer, mais ne doit pas s'expliquer sans avoir écarté le reste par l'arythmie. Une choro est évidemment indiquée et les IEC, on leur place dès maintenant. C'est la première ligne du traitement de l'insuffisance cardiaque avec les bêta-bloquants et eux peuvent être introduits quand le malade n'est pas encore complètement non congestif. Ça, il y a beaucoup moins de soucis. Bon, maintenant, vous allez partir dans une dynamique de vouloir réduire ce patient. Il est en FA, on l'a vu, il a même décompensé probablement en partie dessus. Vous voulez tenter de réduire ce patient. Donc, quelles sont les bonnes réponses? Il y en a plusieurs ou pas, mais en tout cas, il peut y en avoir plusieurs. Parmi ces réponses-là, est-ce que vous le chargez immédiatement en amiodarone, donc la cordarone IV? Est-ce que une consultation d'anesthésie va être nécessaire? Damien avait en partie répondu à plusieurs de ces réponses. Est-ce qu'une réduction immédiate est possible avec ETO pour écarter la présence d'un thrombus? Est-ce que la kaliémie est nécessaire avant une réduction, avant la kaliémie sur la prise de sang, j'entends? Est-ce que imprégner le patient en digitalique permettrait de maximiser l'efficacité de la cardioversion électrique? Attention parce que dans ces réponses-là, il y a des choses qui sont potentiellement extrêmement dangereuses. Voilà, c'est juste. Comme l'alcalinisation avec C'est les un peu comme bicarbonates. l'alcalinisation. Attention. Il y a des choses qui peuvent coûter cher, alors sur une copie ou un QCM, mais encore plus dans la vraie vie. Alors, je vais juste profiter du fait que vous êtes en train de répondre pour répondre à une question qui a été posée d'un point de vue logistique. Pour les recommandations, rien n'est évidemment très clair, comme toujours. Nous, on vous conseille de regarder les recommandations de l'ESC parce que pour le coup, vraiment, c'est celles qui sont appliquées quotidiennement dans les services de cardio par les PU qui font les sujets et certains de ces PU ont même écrit un certain nombre de ces recommandations. Et généralement, pour tout vous dire, la HAS se calque très clairement sur ces recommandations-là. Ouais. Donc voilà, regardez les recos ESC. Elles sont faciles à lire parce que pour vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout les tableaux avec les couleurs. Elles sont en anglais, mais de toute façon, maintenant, vous allez devoir parler anglais. Donc plutôt ESC. Voilà. Et évidemment, alors il faut évidemment, pour savoir quelle est la limite du programme et qu'est-ce qui n'est pas au programme,
C'est écrit dans le collège. Voilà. Alors, donc on peut embrayer sur la réponse, mais d'abord, Alors, on va B, C, D. apporter des éléments de compréhension. Donc là, il y a des choses qu'il faut absolument comprendre dans la fibrillation atriale, parce que c'est un item qui n'est pas très compliqué, mais les gens s'embrouillent tout le temps. Une FA, le risque de la FA, le principal risque, ok, on peut faire des compensations cardiaques dessus, vous l'avez vu, mais le principal risque, c'est la formation de thrombus. Une oreillette qui fibrille, c'est une oreillette dans laquelle des caillots peuvent se former. Quand le patient retourne en rythme sinusal et que l'oreillette se contracte à nouveau, le caillot formé peut s'en aller et faire une ischémie de membre, un syndrome coronarien, un AVC, surtout un AVC. Donc, on dit que quand la FA dure depuis plus de 48 heures, il y a un risque de formation d'un thrombus. Donc, par définition, il ne faut pas tenter de la réduire à l'aveugle. C'est-à-dire que si un caillot s'est formé, on a un vrai risque que le caillot embolise. En plus, là, le patient, il tolère bien. Donc, quand les patients tolèrent extrêmement mal, on reverra juste après, c'est différent. Une FA de plus de 48 heures avec une tolérance clinique qui est bonne, comme le risque d'embol est maximal quand on réduit, il ne faut surtout pas les réduire tout de suite. Il y a 2 stratégies dont on va reparler, mais en tout cas, l'essentiel à avoir compris, c'est qu'il faut écarter la présence d'un thrombus. Ok. Donc, on y vient. Donc, pour les patients qui sont plutôt stables ou en insuffisance cardiaque sans critère de gravité, avec une FA qui date depuis plus de 48 heures, il y a 2 stratégies pour les réduire. Soit on fait ça rapidement parce que les gens sont, entre guillemets, on a toutes les personnes qui participent à la prise en charge qui sont présentes sur place et que faire sortir les gens, les reconvoquer à distance, c'est plus embêtant. Donc ça, la démarche et la séquence rapide, c'est on peut tout à fait réduire les gens, mais il faut être sûr qu'il n'y ait pas de caillots. Donc il y a 2 méthodes possibles, soit l'échographie transœsophagienne, soit maintenant le scanner qui avait fait son entrée dans les recommandations, qui est maintenant validé pour écarter la présence d'un thrombus dans l'auricule. Soit on se dit que finalement la FA est tellement bien tolérée, le patient est jeune, il doit aller au travail le lendemain, enfin il y a plein de choses qui peuvent nous faire adopter la seconde démarche. On se dit bon, on va l'anticoaguler pendant 3 semaines et on estime qu'en 3 semaines, si caillot il y a, caillot il n'y a plus parce qu'il a été lysé par les anticoagulants. Donc après 3 semaines, on peut faire une cardioversion sans s'assurer de l'absence de thrombus, donc sans ETO, sans scanner. Vous voyez, il y a 2 démarches possibles. Soit on le fait tout de suite, mais on fait les examens pour s'assurer qu'il n'y a pas de caillot, soit on le fait à distance, après 3 semaines d'anticoagulation bien conduite. Le bien conduite est hyper important. Si le patient vous dit j'ai pris un jour sur 2, j'étais pas très observant, il ne faut pas le faire, bien évidemment. L'instabilité hémodynamique, j'en parle rapidement ici. Un patient qui est en choc cardiogénique sur un passage en FA rapide, il ne faut pas se poser 1000 questions. Caillot, pas caillot, de toute façon, il va mourir. Donc il faut réduire la FA tout de suite. On ne cherche pas la présence du caillot. Le scanner injecté, oui. Oui, bien évidemment, le Oui. scanner est injecté, c'est une bonne question. C'est la différence de contraste entre l'oreillette et le caillot. L'oreillette va donc être en blanc, en hyper clarté à cause de l'injection, et la zone avec un thrombus va donc être noire ou grise parce que le contraste ne va pas dans cette région. Sans injection, on ne peut rien dire. Alors, petite checklist avant, si vous passez en cardio, vous verrez des patients qui arrivent après leurs fameuses 3 semaines d'anticoagulation pour leur choc électrique, pour leur cardioversion. Là, il y a une petite checklist où il faut faire attention parce que ça peut coûter cher sur une copie, encore une fois, et dans la vraie vie. Toujours s'assurer qu'il y a une consultation d'anesthésie qui a été faite. La cardioversion électrique se fait sous anesthésie générale. Sinon, c'est pas très sympa. Non, sinon c'est infernal. C'est un choc électrique vigile. Ça fait très mal. C'est très traumatique. Vérifier que le patient est toujours en FA. Ça peut paraître bête, mais parfois en 3 semaines, ou même en une nuit, les gens se sont réduits tout seuls. On ne fait pas de choc électrique à quelqu'un qui est en sinusale. Ça aussi, c'est un peu meurtrier. À côté de ça, vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie biologique qui puisse faire en sorte que ce soit dangereux, soit inefficace. Si le patient est toujours hyperthyroïdien, pas du tout contrôlé, bah, on peut le choquer, mais il va récidiver très vite, donc ça sert à rien. S'il est en hypokaliémie, c'est très risqué parce qu'on sait qu'il y a des risques de troubles du rythme post-choc électrique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Et si les patients étaient sous digitalique, il faut les arrêter parce que là encore, il y a un risque de troubles du rythme en post-choc. Donc comment on fait une cardioversion? Il y a 2 modalités, soit avec des médicaments, soit avec un choc électrique. Médicament, c'est l'amiodarone qu'on donne en forte dose. Vous devez retenir surtout dose de charge d'amiodarone pour essayer de réduire la fibrillation atriale, ou par un choc électrique. Et dans la vraie vie, ce qui se passe souvent, c'est que par exemple, si le patient arrive la veille et pour le lendemain pour le choc, on le charge en cordarone le soir. Et le matin, s'il n'est toujours pas en sinusale, on fait le choc électrique. Ça permet de... Souvent, en fait, on fait les 2 techniques en un. Le choc électrique a des meilleurs résultats que la dose de charge en cordarone seule. Alors, donc les bonnes réponses, c'était
Bien évidemment, là, pas de dose de charge à l'aveugle. On l'a vu, la FA dure depuis plus de 48 heures. S'il y a un caillot et que vous le réduisez maintenant, c'est l'AVC. Et on a l'air un peu bête, sachant que le malade tolérait bien. Donc consultation d'anesthésie, oui. Réduction possible avec le TO, oui. Parce que si le TO dit pas de thrombus, on peut réduire tout de suite. La dosage de la calémie, je vous ai expliqué pourquoi. Et imprégner le patient en digitalique avant de faire le choc, c'est meurtrier, comme je vous l'ai montré. Alors, Alors très bonne question. oui. Très bonne question. Le patient n'était-il pas sous anticoagulant au long cours à la suite de son ancien épisode de FA? Ne peut-on pas directement faire la réduction? Pourquoi la réponse à cette question? Évidemment, non. Je vous ai dit, attention, on ne vous donne jamais, jamais aucune information au hasard. Donc Thomas est en train de revenir en arrière, loin, très loin. Très loin. Si on revient, regardez, fonction rénale normale, INR 1,89. Donc le malade, il arrive en insuffisance cardiaque aiguë avec un INR qui est en dessous de la zone cible. Donc ça veut dire qu'il s'est passé un truc, mais qu'à un moment donné, son INR est en dessous de 2, et que, voilà, vous n'avez pas le droit, au moment où vous le voyez, à l'instant T où vous le voyez, son INR n'est pas dans la zone cible. Donc il est mal anticoagulé, donc vous n'avez pas le droit de le réduire directement. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, t'es allé trop loin. Voilà, Voilà. c'est bon. Donc très bonne question, Très bonne question. mais faites attention aux données vérifier. de votre énoncé, rien n'est donné au hasard. Et ça, ce sera exactement ce que vous ferez dans la vraie vie si vous recevez un patient pour un choc électrique le lendemain. Vous allez lui demander s'il est sous AVK, ses relevés d'INR de ces 3 dernières semaines. S'ils ne sont pas dans la cible, vous ne le choquez pas. Si ça fait que 2 jours qu'il est dans la cible, vous ne le choquez pas. On parle de 3 semaines d'anticoagulation efficace, bien conduite. Alors, vous réalisez le TO parce que vous voulez le réduire. Il n'y a pas de thrombus, donc vous faites le choc électrique. Il est de retour en rythme sinusal. Par ailleurs, vous faites la coronarographie dont on a parlé tout à l'heure, qui était clairement indiquée parce que dysfonction VG de novo chez un coronarien. Et en fait, on constate quand même qu'il a évolué pendant toutes ces années sur sa pathologie coronarienne, qui relève d'une discussion en staff médico-chirurgical, parce que les gens ne savent pas encore très bien s'ils vont faire de l'angioplastie ou... Ah oui, non, mais je reviendrai dessus après. Parce qu'on ne sait pas très bien si on va le ponter, l'opérer, ou lui faire une angioplastie. Ça, c'est ce qui arrive souvent dans la vraie vie. Quand c'est très complexe, il faut qu'on en discute avant de faire quelque chose. Donc le patient évolue très bien. Il retourne à la maison en attendant que le staff médico-chirurgical se réunisse et opte de la meilleure prise en charge pour lui. Donc, quels vont être les traitements qui vont figurer sur son ordonnance à ce stade de la prise en charge? Je vous rappelle cette FA réduite, cette insuffisance cardiaque de novo, ce patient coronarien de longue date. Je vous laisse réfléchir un petit peu et j'en profite pour répondre à REM. Si l'INR était normal, on aurait pu cardioverser. Pas évident, mais en fait, si vous avez la certitude qu'il l'était aussi les jours avant, oui. S'il arrive avec un relevé d'INR, comme parfois les patients ont, avec un petit classeur dans lequel il a tous ces derniers, si vous voyez que sur les 2 derniers mois, c'est un patient qui est très bien contrôlé, bah oui, effectivement, vous pouvez y aller, vous vous dites que le risque de thrombus est minime. Si c'est juste un INR qui est dans la cible alors que les anciens ne sont pas dans la cible ou que vous n'avez pas cette info, il faut quand même partir du principe qu'il était peut-être mal équilibré et que prendre un risque alors que le malade va bien, c'est un peu dommage. Alors, je vois beaucoup BCE, 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 donc traitement par bêta-bloquant, inhibiteur de l'enzyme de conversion, traitement anticoagulant, c'est excellent. Bravo. Vous êtes parfait. Bravo, bravo. Donc le patient, ça c'est ce que disait Damien tout à l'heure. Ah oui, j'ai encore du mal avec ce truc. Le patient est retourné en rythme sinusal. L'objectif, c'est donc qu'il reste en rythme sinusal. Pour ça, on a des traitements anti-arythmiques. Ne confondez pas, parce que vous confondez tout le temps, les traitements ralentisseurs et les traitements anti-arythmiques. Quelqu'un qui est en arythmie rapide, on veut le ralentir. Quelqu'un qui est retourné en rythme sinusal, on veut lui donner un traitement anti-arythmique pour pas qu'il ne repasse en FA. Donc ça, c'est ce que disait Damien tout à l'heure. Quand le cœur est parfaitement sain, flécaïne. Quand il y a une cardiopathie ischémique, mais que la FE tient le coup, sotalol. Quand il y a une dysfonction VG, c'est l'amiodarone. Par ailleurs, l'indication au traitement anticoagulant, je ne vais pas revenir dessus parce que Damien l'avait déjà dit tout à l'heure. C'est un patient qui fait de la FA, qui a un SHADS à 3, qui en plus maintenant, je pensais plus parce qu'il a fait une poussée d'insuffisance cardiaque. Maintenant, il y a une dysfonction VG en plus, donc il est à 4. Donc il est encore au-dessus. Et même, il a pris un point pour l'âge puisqu'on est 5 ans plus tard.
Ah ouais, donc maintenant Il a 5. on a un SHATS très élevé. Donc de toute façon, ça ne change rien, il faut toujours l'anticoaguler. À côté de ça, on est dans la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, insuffisance cardiaque avec FEVG ABC symptomatique. Donc bêta-bloquant IEC, clairement, c'est au programme. Et alors la petite nuance, la difficulté, je trouve, sur cette question, c'était le côté maladie coronaire. Le patient est un coronarien connu, qui donc a une indication théorique d'un traitement antiagrégant à vie. L'aspirine, le Cardégic 75 en pratique, c'est ce qu'on fait. Mais il a aussi une indication à être anticoagulé, qui est sa FA. Donc les recommandations européennes et même l'HAS nous disent là-dessus que quand la maladie coronaire est stable, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de syndrome coronarien dans l'année, on a le droit de traiter par anticoagulation seul. Il n'y a pas de bénéfice à rajouter un antiagrégant et encore moins de faire Cardégic clopidogrel comme dans la question que je vous posais. Hop. Les bonnes réponses étaient donc les bêta-bloquants, les IEC pour l'insuffisance cardiaque, l'anticoagulant pour la FA et le traitement antiarythmique par flécaïne, non, c'est même une erreur grave parce que la flécaïne, dans la dysfonction ventriculaire gauche et a fortiori avec une grosse séquelle d'infarctus, est plutôt pro-arythmogène. Donc ça peut en fait même mal se passer. Lui, il aurait une indication à de l'amiodarone en traitement antiarythmique pour ne pas refaire de la FA. C'était pas la question que je vous posais, mais c'est possible. Non, parce que... Bah, oui, là, je fais des bêtises. Hop. Alors, le patient est finalement... Ah. C'est une question bien. Alors, oui, il y a 2 questions. C'est petit 1, pourquoi est-ce que... Attendez, je me remets dessus parce que j'aimerais quand même être... pourquoi est-ce que le patient est en rythme sinusal alors on met sous flécaïne? Bah justement, c'est parce qu'il est en rythme sinusal qu'on le met sous flécaïne. Oui, mais on ne met pas sous flécaïne. Non, mais c'est la question. C'est quand le malade est revenu en rythme sinusal, vous pouvez le mettre sous antiarythmique, là on parle de la flécaïne, mais s'il n'est pas revenu en rythme sinusal, il faut pas mettre l'antiarythmique. Donc là, alors déjà, voilà, c'est ça, c'est que la première truc, c'est que là, la flécaïne est fausse dans ce cas clinique-là. Et la deuxième information, c'est que l'antiarythmique, c'est que si le malade est revenu en rythme sinusal. D'accord? Et le score Hasbled, il a disparu des recommandations. Il a disparu des recommandations, maintenant il faut évaluer le risque hémorragique cliniquement. Voilà. Il n'y a pas encore de choses très carrées sur le On ne risque sait pas très hémorragique. bien comment faire. Après, ça se fait, là, le quotidien, ça se fait un petit peu plus au feeling. Hein. Si la patiente est en FA avec un cancer évolutif et des saignements itératifs digestifs, voilà, on va se poser quand même des questions. Mais le Hasbled menait à beaucoup de sous-traitements. Oui, alors oui, François, oui, le score. En gros, un patient qui est en arythmie, ça c'est important que vous l'ayez compris, parce que c'est vraiment le socle sur lequel derrière vous apprenez mieux le cours, mais tout patient qui est en arythmie qu'on cardioverse doit être anticoagulé 1 mois. Voilà, ça déjà, c'est simple, 1 mois, tout le monde. À 1 mois, on calcule le score Schatz de Vasque. Enfin, Schatz de Vasque. S'il est, qu'il soit réduit, pas réduit, peu importe. Mais si le Schatz est supérieur à 1, sauf si c'est l'item féminin qui cote seulement, anticoagulation au long cours, jusqu'à ce qu'un jour dans sa vie, les problèmes hémorragiques ou autres fassent qu'on ne l'anticoagule plus. Donc 4 semaines pour tout le monde, et ensuite calcul du score Schatz-Vasque. En fonction du score, on continue toute la vie ou pas. C'est simple, mais c'est comme ça. Alors, on continue. Donc finalement, le fameux staff médico-chirurgical dont on parlait, a lieu. On décide de le ponter. 6 mois plus tard, on le revoit. Alors vous avez peut-être l'impression dans le cas clinique que c'est un patient qui a vraiment pas de peau et qui lui arrive tout, mais ça c'est vraiment la vraie vie. Hein. Les gens ont tendance à cumuler les problèmes vasculaires et on les voit pour tout et n'importe quoi hyper régulièrement. Donc il reconsulte 6 mois plus tard pour un épisode de perte de connaissance de 1 minute. Donc sa femme vous raconte l'épisode parce qu'elle y a assisté. Elle vous le décrit très bien. Il était devant la télé et d'un coup il s'est effondré sur le côté. Il s'est réveillé rapidement après une petite minute. Le patient ne rapporte pas d'anomalie depuis son réveil et cliniquement, vous le voyez aux urgences, il est très rassurant. Il a des bonnes constantes. En dehors d'une... Non, ça je vous le dirai plus tard. Donc, question que j'aime bien. Quelle pourrait être, ou quelle est, la cause ou les causes de cet épisode? Est-ce que ça peut être une hypoglycémie? Est-ce que ça peut être un rétrécissement aortique serré?
Ceux qui ont entendu la conférence sur le rat il y a quelques semaines sauront peut-être si c'est la bonne réponse ou pas. Spoiler. On va voir si vous avez bien écouté. Est-ce que le trouble de la conduction paroxystique peut expliquer le scénario, la fibrillation ventriculaire ou l'hypotension orthostatique? Je vous laisse un peu réfléchir. Soyez bons. Qu'est-ce qu'on considère assez de distance pour introduire le bêta? J'ai pas compris la question. Après une décompensation cardiaque Ah aiguë. oui. Alors, pendant longtemps, dans les bouquins, ils traînaient 3 semaines. Souvent, les gens disaient 3 semaines après un épisode de décompensation cardiaque aiguë, on peut introduire les bêta-bloquants. La vraie vie, c'est pas du tout ça. On les introduit pas en phase aiguë, mais typiquement, si un patient est hospitalisé pour décompensation cardiaque, qu'il évolue très bien pendant l'hospitalisation, qui dure plusieurs jours, à la fin de l'hospitalisation, souvent, on va les mettre. J'ai pas de cut-off exact à vous redonner là-dessus. Cette question-là, il y a Nicolas qui demande si les bêta-bloquants ne sont pas indiqués dans le ralentissement de la FA pour une cardiopathie ischémique avec FE altéré, mais ils sont indiqués dans l'insuffisance cardiaque. Je pense que tu mélanges un peu tout. Les bêta-bloquants, tu peux les utiliser à la fois dans l'insuffisance cardiaque, à la fois pour ralentir une FA, que la FEVG soit conservée ou pas. Le seul truc, c'est que si tu t'en sers dans une circonstance où la FEVG est altérée, il faut utiliser les médicaments spécifiques de l'insuffisance cardiaque, sont le bisoprolol, le carvedilol et le nebivolol. Voilà. Mais tu peux les utiliser indifféremment. Hein. La question, c'est juste le timing d'introduction des bêta-bloquants. On ne les introduit pas en pleine décompensation cardiaque, c'est tout. Mais de toute façon, vous allez voir, vous voyez bien que beaucoup des traitements de cardiologie sont utiles dans différents problèmes de cardiologie. Heureusement, parce qu'on n'en a que 4. Ouais, vous allez vite faire le tour. Hein. Quand on a joué avec les diurétiques, les IEC et les bêta-bloquants, on ne sait plus quoi faire. Alors, cette question, que disent les gens? Les gens ne sont pas unanimes. Les gens ne sont pas unanimes. On a Non. beaucoup de BC. BC revient beaucoup. Ouais. B, rétrécissement aortique serré, probablement des gens qui n'étaient pas à ma super conférence. Et C, trouble de conduction paroxystique. Alors pourquoi? Oui, effectivement, il est sur son canapé posé, mais Thomas va vous expliquer pourquoi est-ce que le GUS. Là, on est sur un tableau de syncope. C'est perte de connaissance brutale, brève, avec retour à la conscience rapide, sans déficit post-critique, sans mouvement clonique, sans perte d'urine, quoique ça peut arriver, ou morsure de langue. Mais donc, on raisonne sur une syncope de repos. Il y a 3 grandes causes de syncope qu'il faut que vous connaissiez. Alors là, je les ai un peu schématisées, hein, mais ça permet au moins de s'orienter. Des causes mécaniques, c'est-à-dire il y a une obstruction au niveau du ventricule gauche qui fait que le débit, à un moment, diminue, le cerveau est moins perfusé, la personne syncope. C'est toujours des syncopes d'effort ou de moindre effort si la maladie est très grave, mais jamais de repos. Sinon, ça veut dire qu'ils sont en bas débit au repos, ils sont quasiment en train de mourir. Donc ça, il y a 2 pathologies, c'est surtout le rétrécissement aortique, syncope d'effort, et la cardiopathie hypertrophique. C'est une cause classique de syncope et d'arrêt cardiaque sur les marathons chez les jeunes personnes qui ont des CMH sarcomériques, donc génétiques. Donc ça, c'est les 2 causes mécaniques, rétrécissement aortique et CMH. La cause électrique, c'est des troubles de conduction de haut grade, souvent BAV et BSA, paroxystiques, qui vont transitoirement générer un bas débit cérébral sur la bradycardie extrême, qui va vite se réaccélérer derrière. Ça correspond très très bien à notre tableau, c'est-à-dire un bas débit transitoire, la personne se réveille, et surtout elle est au repos. Et ensuite, l'hypotension orthostatique, ça n'a pas vraiment sa place ici. C'est par définition quand la personne est en orthostatisme, donc elle va se lever. Et je le rappelle, hein, ça c'est des recos de 2014, mais maintenant, pour faire le test, c'est 3 minutes. On met la personne debout, on prend sa tension pendant 3 minutes. Et si on a une chute de 20 mm de mercure de la systole ou 10 de la diastole, le diagnostic est posé. L'hypoglycémie, c'est particulier, parce qu'encore une fois, une hypoglycémie n'est pas spontanément réversible. Si les malades font une syncope hypoglycémique, un coma hypoglycémique, quand on ne leur donne pas de sucre, ils ne se réveillent pas. Donc ça doit toujours être recherché de principe devant des tableaux neurologiques un petit peu foireux ou un petit peu aigus, mais à aucun moment, le raisonnement physiopathologique nous fait penser à l'hypoglycémie. Alors je vous rassure, il va l'avoir, sa glycémie, hein, mais elle sera normale. Donc là, finalement, pas ça. Voilà. Donc, finalement, le seul diagnostic qui colle avec une syncope de repos, c'est le trouble de conduction paroxystique. Bravo à ceux qui avaient trouvé la bonne réponse. Juste, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais la fibrillation ventriculaire n'est pas spontanément réversible. Oui. Hein. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une cause de syncope. Quand quelqu'un passe en fibrillation ventriculaire, il ne se réduit pas tout seul. Il est en état de mort apparente. Donc il faut le masser, lui faire un choc électrique. Et là, il pourra se réveiller. C'est ça.
C'est cela même. Alors, vous faites un ECG à ce patient qui vient pour syncope. Je vous laisse un peu le regarder. Bien évidemment, on le reprendra ensemble pour la correction. N'hésitez Mais pas à donner votre diagnostic. Si déjà vous Si avez déjà vous avez le trouvé, diagnostic, sans que je donne allez-y. des propositions, lancez-vous, hein. Euh, Alors oui. Ah oui. Quel est le diagnostic, l'hypothèse diagnostique la plus probable? Hypoglycémie, c'est faux. Une syncope, quelqu'un qui se réveille, ce n'est pas une hypoglycémie. S'il avait eu un réveil comateux, on lui file un jus de pomme et ça va mieux, là bien évidemment, il faut se poser la question. Là, tout est spontané, l'hypoglycémie, ce n'est pas vrai. Ils sont bons. Ah bah, je vois déjà des réponses arriver. Ah oui, je vais peut-être vous mettre les propositions, résultats. Donc, est-ce que c'est un BAV2 Mobitz 1? Est-ce que c'est un BSA de haut grade? Est-ce que c'est un flotteur à conduction variable? Est-ce que c'est un BAV3, BAV complet? Est-ce que c'est un BAV2 pour 1? Vous êtes déjà très nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. C'est bien. Donc, on fait une coro même si la tropo est négative. Tout bilan d'insuffisance cardiaque doit avoir une évaluation coronaire. Tropo, pas tropo. C'est dans le bilan de l'insuffisance cardiaque. La première cause au monde, c'est la coronaropathie. Donc on fait des coros. Alors, excellent. Bah, j'avance parce que vous êtes bon. Donc là, c'est un cas où il faut bien se pencher sur ce qui se passe parce qu'en fait, on peut se faire avoir assez vite quand on regarde rapidement. Mais quand on chope des ondes P, on les regarde, on met bien l'écart qu'il y a entre les ondes P. Là, notamment ici, vous voyez, on en voit deux assez bien, celle-là et celle-là. Donc on mesure l'écart entre celles-là et on s'amuse à le répliquer. Et vous voyez qu'il y a des ondes P qui tombent probablement dans le QRS, ce qui fait qu'on a du mal à les voir. Mais si on respecte bien cet écart, à chaque fois, en fait, on va trouver une onde P. Celle-là, on la voit mal, elle est dans l'onde T. Celle-là, on la voit bien. À côté de ça, on a des QRS qui sont lents. Vous voyez 46 par minute. Alors, c'est pas hyper lent, mais c'est lent. Et qui sont eux aussi réguliers. Donc, on a l'impression que les oreillettes font leur vie, les ventricules font leur vie, indépendamment l'un de l'autre. Bon, ça, il n'y a qu'un diagnostic qui fait ça. Ouais. C'est juste que parfois, comme on a du mal à voir toutes les ondes P, on a l'impression que ça peut être des ondes P bloquées ou du BAV2 Mobitz 1 avec un espace PR qui s'allonge, mais ce n'est pas le cas. Donc là, je vous fais un bref rappel, hein, mais le tissu électrique, vous le voyez ici, le nœud sinusal, là où l'influx électrique démarre, c'est là. Et la dépolarisation de l'oreillette de cette région-là donne l'onde P. On arrive au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. L'électricité se sépare dans les différentes branches du faisceau de His et c'est le QRS. Voilà. Donc si vous bloquez la communication entre les oreillettes et les ventricules, vous bloquez ici la communication. Donc les ondes P vont continuer d'avancer à leur rythme classique du nœud sinusal, mais aucune électricité ne va être transmise au ventricule. Heureusement, la nature est bien faite, sinon on serait mort instantanément. S'il n'y a plus de ventricules qui se contractent, c'est terminé. Heureusement, il existe des relais, ce qu'on appelle des points d'échappement, où le ventricule va être capable de battre en autonomie. Il y a différents relais dans l'organisme au niveau du cœur et des ventricules, plus ou moins bas ici sur cette chaîne, et plus le relais est bas distal, plus le rythme est lent. Donc moins la tolérance va être bonne. Et ça, en fait, on le sait souvent sur la morphologie du QRS. Plus le QRS est large et le rythme ventriculaire est lent, plus l'échappement est ce qu'on appelle bas situé. Plus c'est fin et rapide, un peu comme c'est le cas ici, hein. 46 par minute, c'est plutôt rapide. Le QRS n'est pas si large, donc l'échappement doit être plutôt haut. Donc la bonne réponse, vous l'avez tous trouvé, bravo, BAV3. Alors, le patient, il est devant vous aux urgences, vous avez fait le CG, il est en BAV3, il est parfaitement stable cliniquement, il a une tension impeccable, 48 de fréquence cardiaque, ça on l'a vu, 99% de SAT, il se plaint de rien. À la biologie, il n'y a pas de problème de kaliémie, il y a une crate qui tient la route, la troponine est négative, l'hémoglobine est bien, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, tout est rassurant. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment stratifiez-vous la prise en charge? Est-ce que vous le mettez en musique, alors qu'il va bien pour une surveillance scopée? Est-ce que vous montez une sonde d'entraînement pour l'accélérer en urgence relative, on va dire dans les 3 heures? Est-ce que vous mettez de l'adrénaline en IVSE pour accélérer le cœur? Est-ce que vous posez un pacemaker pendant son hospitalisation?
est-ce que vous mettez de l'isoprénaline IV en cas de mauvaise tolérance? Oui, ça va être bon. QRS large aussi, bloc de branche associé. Non, 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 non. Quand il y a un échappement ventriculaire, c'est plutôt rare d'avoir des QRS fins. C'est ce que je vous expliquais. Plus l'échappement ventriculaire va être bas situé, plus le QRS va être large. Ça ne veut pas dire que le patient a un bloc de branche à l'état basal. Ça veut juste dire que là, transitoirement, pendant le BAV, les QRS sont larges. Alors, je commence à avoir des réponses. ADE, ACE, DE, DE, ABDE. Ah bah c'est pas mal qu'on revoie ça, j'ai l'impression. C'est pas mal qu'on revoie ça. Encore une fois, hein, donc on va avancer sur les bonnes réponses. Ça, c'est vrai dans toutes les pathologies en médecine. Le traitement est souvent conditionné par la tolérance du malade. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le BAV et on va les stratifier. Si le malade va bien, comme c'est le cas ici, on n'est pas inquiet du tout. On le monte en musique parce que c'est quand même une pathologie rythmique grave pour qu'il soit scopé et surveillé, mais tant qu'il va bien, on ne fait rien. Si il est trop lent ou qu'il ne tolère pas bien, on met de l'isoprénaline, donc un traitement pour accélérer le cœur et pas de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est un vasopresseur et un inotrope positif qu'on utilise plutôt dans les états de choc, notamment les chocs vasoplégiques allergiques. Ça n'a pas du tout sa place dans ce traitement-là. Là, on va utiliser juste un traitement qui accélère. L'isoprénaline, c'est ce qu'on utilise. Parfois, on peut utiliser de l'atropine, mais c'est beaucoup moins utilisé dans le BAV. Si ça ne suffit pas, on appelle le coronarographiste ou le rythmologue d'astreinte et on monte une sonde d'entraînement par voie fémorale, c'est-à-dire on monte un long câble qui passe par la veine fémorale, qui va s'apposer sur le ventricule droit et qui va décharger de l'électricité pour que les ventricules se contractent. Mais tout ça, c'est graduel. Ça va dépendre de la tolérance. On ne va pas se jeter sur un malade pour lui monter une sonde. C'est un risque avec une mortalité non nulle. C'est un geste invasif. Si le patient va bien, on ne fait rien. En parallèle, bien sûr, il faut chercher s'il y a des causes réversibles. Est-ce que le patient est en insuffisance rénale aiguë avec une hyperkaliémie? C'est une cause fréquente. Est-ce qu'en fait, il n'est pas sur un tableau d'infarctus inférieur avec un BAV? Bon, là, je vous ai dit, il n'a pas de douleur, il a une troponégative. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Il faut arrêter ce qui peut aider les troubles conductifs, à savoir les traitements qui vont jouer sur la conduction. Souvent, c'est les bêta-bloquants et la cordarone. Le traitement curatif du BAV, de haut degré, hein, c'est la pose du pacemaker. Il n'y a que ça qui fonctionne bien. Et en plus, dans le cas présent, on est embêté parce que c'est un patient, et ça c'est souvent le cas dans la vraie vie, hein, c'est un patient qui a une indication formelle au bêta-bloquant, il a une cardiopathie ischémique, il a une insuffisance cardiaque, donc 2 traitements essentiels pour ces maladies, mais il a un trouble conductif qui fait qu'on n'a pas envie de les mettre. Dans la vraie vie, ce malade il se retrouve avec un pacemaker et ses bêta-bloquants. Donc les bonnes réponses: on l'hospitalise en musique, tout BAV de haut degré doit être hospitalisé dans une unité scopée. La sonde d'entraînement, pas du tout maintenant. Si ça évolue très mal, on la mettra. L'adrénaline n'a pas sa place dans le traitement du BAV. Pacemaker, oui, je vous l'ai dit lors de l'hospitalisation, ça souvent on pourra le mettre J2, J3 après l'hospitalisation, il n'y a pas d'urgence. Et l'isoprénaline en cas de mauvaise tolérance, c'est vrai. Alors, le patient raccroche en rythme sinusal. Ça, souvent, ça peut se faire tout seul. Hein. La plupart du temps, le patient est en BAV3, il se réduit, un peu comme les gens sont en FA, ils se réduisent tout seuls. Il repasse en rythme sinusal. On retient l'indication d'un pacemaker en prévention secondaire. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le patient était depuis 4 mois sous un traitement associant l'anticoagulation, le rivaroxaban, le bisoprolol, le ramipril, donc bêta-bloquant, IEC, spironolactone, c'est les anti-aldostérones, et le furosémide, donc l'Azilix. Et par ailleurs, il dit quand même que depuis plusieurs mois, il a une dyspnée d'effort persistante NYHA3. Maintenant qu'il est retourné en rythme sinusal, vous refaites le CG, ça retrouve un bloc de branche gauche complet à 160 millisgouttes qui n'était pas connu, en tout cas il y a longtemps, quand on le suivait pour tous ces problèmes d'embolie. Et à l'écho que vous faites, on retrouve une stabilité toujours de sa FEVG qui est toujours à 29%, sans autre anomalie associée. Vas-y, avance, après je vais répondre. Pendant qu'ils vont réfléchir, je vais répondre donc, à la question. Là, vous avez un traitement associant anticoagulation, traitement de l'insuffisance cardiaque, patient symptomatique qui a un bloc de branche à l'ECG, une dysfonction VG à 29%. Et donc la question qui fait peur aux étudiants le plus souvent, et ce sera d'ailleurs notre dernière question: quel dispositif allez-vous lui implanter? Est-ce que vous mettez un DAI triple chambre, un PM triple chambre, un PM double chambre, ou aucune de ces propositions?
Je vous remontre juste le contexte, le traitement qu'il a, le CG, l'écho, le contexte, parce que c'est important pour bien répondre. Et en attendant, Damien, tu peux peut-être... Alors, oui, juste la question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut mettre l'Isuprel sur une voie veineuse spécifique? En fait, parce que l'Isuprel est extrêmement sensible aux variations de débit. Vous pouvez vous retrouver avec des fréquences cardiaques à 250 par minute en variant un tout petit peu le débit. Donc si vous mettez sur une VVP où il y a un autre produit qui coule en même temps, vous prenez le risque qu'il y ait des bolus d'Isuprel et ça généralement ça se passe pas bien. Par contre, il n'y a pas besoin du tout de le mettre sur une voie veineuse centrale. Bon, si vous en avez une, c'est mieux, mais c'est pas, vous ne posez pas une voie centrale exprès pour mettre de l'Isuprel à un malade. Voilà. Tout à fait. Alors, les réponses. Qu'est-ce que les gens ont dit? Pas mal de B, un peu de Il y a du D. DAI triple ou il y a du PM triple? Il y a du, Double, pardon. il y a Du du PM PM double ou double, du DAI du triple? DAI triple. Pas Alors mal. triple ou double, that is the question. C'est pas mal. C'est pas facile en général, c'est des points sur Non, lesquels ça vous avez c'est du mal. Là, on est dans les choses on est dans compliquées, les choses compliquées, dans les questions qui vont un peu mais, sélectionner, malheureusement. mais il faut être assez simple parce qu'on va pas non plus vous chercher la petite bête sur ces questions-là. Euh, je vous reprends très simplement les indications de tous les devices, mais de façon hyper schématique, hein. Le pacemaker double chambre, vous avez un schéma ici, hein. C'est un boîtier qui est en général à ce niveau-là, donc juste à côté de la clavicule, avec deux sondes qui sont mises au niveau de la veine. Ça arrive dans le système cave là, avec une sonde dans l'oreillette droite, une sonde dans le ventricule droit. L'indication du PM double chambre, c'est le trouble de conduction de haut grade. Point. Retenez juste ça. C'est le trouble de conduction de haut grade sans autre problème associé. On avance. À quoi sert un DAI? Un DAI, c'est un boîtier qui va délivrer un choc électrique en cas de trouble du rythme. Donc le but d'un DAI est de protéger en cas d'un risque rythmique. Alors, vous verrez, il y a plusieurs, dans vos bouquins, il y a plusieurs gens à risque rythmique, hein, que ce soit des gens qui ont des cardiopathies congénitales, des problèmes de QT long, des problèmes de Brugada, de cardiopathie hypertrophique. Ok, c'est quand il y a un risque rythmique, on pose un DAI. Mais dans l'insuffisance cardiaque, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, c'est quelle est la place du défibrillateur dans l'insuffisance cardiaque. Ben, il y a deux solutions. Soit le patient a déjà fait un trouble du rythme grave, tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, auquel cas on s'en fout de savoir la FEVG ou quoi que ce soit, il faut le protéger au cas où ça revient. Donc on lui met un défibrillateur. Si le patient en revanche n'a jamais fait d'événement, mais a une FEVG altérée malgré un traitement médical optimal, on va revenir sur le traitement optimal, mais qui d'après les recommandations est optimal, on estime que la dysfonction VG sévère est un risque à lui seul de créer un problème de rythme dans les mois, années à venir. Donc on pose un défibrillateur en prévention primaire. Attention, tous les défibrillateurs qu'on va poser ont la fonction pacemaker. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Un pacemaker ne va jamais délivrer de choc. Un DAI pourra toujours être là en cas de trouble de conduction. Donc en fait, il faut un peu faire la liste de ce dont le patient a besoin. Il a un trouble de conduction, j'ai besoin d'un PM. Ah, mais il a aussi fait une TV, j'ai besoin d'un DEF. Ah bah ça tombe bien, le DEF fait à la fois PM et DEF, donc je mets un DEF double chambre. De toute façon, les DEF sont toujours double ou triple. Ça, c'est pour le défibrillateur. La troisième chose, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de triple chambre? Attention, le but d'un triple chambre, donc on rajoute une troisième sonde, comme triple chambre, c'est de resynchroniser un VG. Schématiquement, il y aura une sonde qui sera au niveau du ventricule droit, une sonde qui sera plutôt vers le ventricule gauche. Et l'objectif, c'est que le ventricule, au lieu de se contracter de façon désynchronisée, c'est-à-dire une paroi avant l'autre, ce qui est la définition du bloc de branche, hein. Quand il y a un bloc de branche, ça veut dire qu'il y a une paroi qui se contracte avant l'autre. Bah, l'idée de la resynchronisation, c'est de mettre des sondes de chaque côté pour que la contraction du ventricule soit homogène. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'un VG qui est resynchronisé a une contraction plus efficace. C'est un traitement symptomatique de gens qui ont des insuffisances cardiaques graves. Et c'est uniquement un traitement symptomatique. Il faut bien le retenir. Ça n'a jamais montré de bénéfice sur la mortalité chez ces patients-là. C'est seulement pour améliorer des symptômes. Donc à qui on va le proposer? À des gens qui ont une insuffisance cardiaque sévère, FEVG à moins de 35%, qui ont des symptômes. On l'a vu, c'est un traitement symptomatique. S'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de traitement. Qui ont déjà un traitement optimal, parce que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait en fait les améliorer juste avec des bêta-bloquants. Donc c'est dommage de mettre un triple chambre si le traitement n'est pas optimal sur le plan médical.
Et il faut qu'ils présentent, et ça souvent les gens l'oublient quand on le voit en stage, un bloc de branche. S'ils ne sont pas désynchronisés, il ne faut pas les resynchroniser. Ça ne sert à rien. Donc c'est des gens qui ont une insuffisance cardiaque sévère, symptomatique, bien traitée avec un bloc de branche. Et ça existe dans le format PM et DAI, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la fonction défibrillateur associé et pacemaker associé. Donc, maintenant si on fait le... Alors ici, je vous ai remis les recommandations de 2016, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça, c'est sur l'insuffisance cardiaque en général, où vous voyez que si les gens ont moins de 35% avec un optimal medical treatment, il y a une indication au défibrillateur. Et là, vous voyez, la CRT, c'est la fameuse resynchronisation que je vous ai dit en anglais. S'ils ont un rythme avec sinusal avec des QRS larges et qui sont symptomatiques et moins de 35% de FEVG et bien traités, à ce moment-là, il faut leur proposer la resynchro. Donc maintenant, on va juste associer ce dont on a besoin. Notre patient fait un BAV3, donc il nous faut un PM. Il a une FEVG à moins de 35% malgré un traitement optimal. Donc il lui faut un DAI parce qu'il y a un risque théorique de problème de rythme. Et en plus, il a une FEVG à moins de 35%, un bloc gauche, des symptômes malgré un traitement optimal. Donc il faut une resynchro. Donc il faut un boîtier qui fasse resynchro DEF PM. Il n'y a que un boîtier qui fait ça. C'est le DAI triple. Voilà. Est-ce que... C'est exactement ça. Alors, le pacemaker monochambre, on n'en met plus. Hein. C'est quasiment, ça n'existe quasiment plus. C'est pour des troubles isolés conductifs. C'est certains types de troubles conductifs pour lesquels on les mettait avant, mais très honnêtement, vous ne le verrez quasiment plus en pratique clinique. Parce que imaginez que l'évolution de la maladie conductive évolue un petit peu et qu'on n'ait qu'une simple chambre, donc qu'on puisse plus être efficace sur des troubles atrioventriculaires, on a l'air bête d'avoir mis qu'une chambre. Donc maintenant, en fait, on met quasiment plus que du double chambre. Donc pensez, quand on vous pose ce genre de questions, à de quoi mon patient a besoin. Vous embêtez pas avec le bloc droit. Hein. Vraiment, l'indication la mieux décrite, c'est le bloc gauche. Donc si on vous pose une indication de CRT, déjà, c'est à la limite. C'est uniquement le bloc gauche. Hein. Vous embêtez pas avec le bloc droit, c'est moins bien démontré avec le bloc droit. Non, c'est pas 12 mois, hein, c'est 3 mois de traitement optimal. Oui, c'est 3 mois. En fait, il faut s'assurer que le traitement qu'on a initié soit... je remets en plein écran, comme ça on peut voir Damien. Ouais, il faut s'assurer que le traitement qu'on a initié ait eu le temps d'être efficace. Ouais. Donc c'est vrai que si on met les bêta-bloquants, les IEC, les anti-aldostérone et qu'on réévalue 2 jours après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si ça se trouve, quelques semaines ou mois après, le patient n'aura plus de symptômes, il aura amélioré sa FEVG sous traitement. Dans ces cas-là, on n'a plus besoin de lui proposer un défibrillateur ou une resynchro. Alors, donc c'est la fin de cette conférence de cas cliniques. Donc là, c'était vraiment très orienté dossier progressif et l'idée, c'était de rebalayer les grands axes. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas rebalayées, mais Damien avait fait beaucoup la cardiopathie ischémique la dernière fois et j'avais traité de la valvulopathie la plus fréquente, qui était le RAC la dernière fois. Pour aller plus loin, on vous rappelle bien évidemment que il y aura d'autres conférences, mais qui cette fois ne seront plus accessibles à tout le monde sur Facebook, pour lesquelles il faudra s'inscrire. Donc ce sera en direct pareil, interactif pareil qu'ici, et disponible bien évidemment en replay si vous n'avez pas le temps de le voir le jour même. Les cardiologues qui font ça, donc on est 3 sur cette photo terrible, Damien, Thomas, moi donc, et Raphaël qui n'était pas en forme le jour de la photo, qui lui est un jeune interne, donc il y a la vision un peu d'une personne qui vient de passer le CN, qui est beaucoup plus dans le côté systématisme, et nous qui avons un petit peu plus de pratique clinique pour un peu nuancer certains propos. L'objectif, comme vous l'avez vu, on essaye de reprendre à chaque fois le côté physiopathologique parce qu'on est persuadé, et d'ailleurs c'est pas on, c'est que c'est globalement vrai, que quand on comprend bien les maladies, c'est quand même beaucoup plus facile de ne pas se planter et qu'ensuite les petits détails viennent beaucoup plus tard, mais déjà la structure du cours est beaucoup plus facile à comprendre. Hop. Quel est l'objectif de ce qu'on va faire? Ça, pour le coup, c'est assez standard. Hein. On revoit toutes les pathologies cardiovasculaires. On va faire des séances dédiées à l'ECG pour essayer de démystifier un petit peu le truc. Une séance dédiée sur le rôle des traitements et la physiopathie des médicaments, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure sur les dérivés nitrés dans l'insuffisance cardiaque aiguë. L'idée, c'est de le rendre simple et accessible à tout le monde. Et ensuite, on fera encore des mises en situation clinique, un petit peu comme on a fait aujourd'hui. Les cours qu'on va faire, les conférences qu'on va faire débutent le 6 novembre. Ce sera de façon hebdomadaire. Vous allez avoir un programme un peu détaillé qui va vous être remis. Exactement.
Ensuite, bon, le prix de la conférence globale, c'est 20 € pour tous les modules de cardio, 80 euros. 80 €, avec bien évidemment ce super code de réduction cardio ECN en majuscule pour les gens qui ont visualisé cette conférence. Donc, on vous remercie beaucoup de votre attention. On vous rappelle que pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Instagram, avec Damien, on a lancé une page il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, l'objectif, c'est de faire justement de l'entraînement pour les externes en cardiologie, avec un peu d'écho, un peu de CG, des situations cliniques. Ça s'appelle Educat-du-bas cardio. Voilà, on vous fait un dernier petit coucou et on se Bonne dit soirée, bon à très courage et vite. on se retrouve début novembre. À très bientôt tout le monde.